Bienvenue sur la chaîne Evolution Keys. Je suis Cédric. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de l'acétaldéhyde. J'aborde ce sujet en rapport avec l'eau de consommation, vis-à-vis de la mini-série de vidéos que je fais sur ce sujet. Mais comme d'habitude, je vais aussi aborder des informations complémentaires qui sont connectées au sujet principal que j'aborde. Donc aujourd'hui, je vous parlerai de l'acétaldéhyde, mais également de l'alcool sous toutes ses formes. Je vous parlerai donc également des préparations médicinales traditionnelles à base d'alcool, tout comme je vous parlerai des préparations modernes à base d'alcool, comme les gels hydroalcooliques. Concernant le sujet des gels hydroalcooliques, je vous parlerai aussi de l'argent colloïdal. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Cette vidéo va être relativement longue, mais elle va être remplie d'informations qui sont très importantes pour votre santé. C'est pourquoi je vous invite sérieusement à prendre le temps de regarder cette vidéo en entier, sans rater aucun passage et en étant bien concentré. Ce que d'ailleurs je vous recommande pour toutes mes vidéos. L'acétaldéhyde est aussi appelé éthanal, aldéhyde acétique, éthylaldéhyde ou encore oxoéthane. L'acétaldéhyde est un composé qui peut être naturellement produit par certains végétaux. Par exemple, l'acétaldéhyde est un composant volatile que l'on peut trouver en faible quantité dans les fleurs et dans les feuilles du coton. L'acétaldéhyde peut aussi être produit au sein de l'être humain. Quand c'est le cas, c'est toujours en tant que produit moléculaire intermédiaire au sein de divers procédés de transformation métabolique. Parce qu'il s'avère qu'en soi, l'acétaldéhyde est une substance potentiellement toxique. C'est pourquoi il est totalement pris en charge au sein de l'être humain par un système de traitement adéquat afin de transformer cette molécule en une nouvelle substance qui est alors anodine et même bénéfique. Il y a cependant un danger. Le danger peut venir du fait que la capacité du corps à transformer cette substance toxique soit dépassée. Si cette capacité est dépassée, s'il y a plus d'acétaldéhyde dans le corps que celui-ci n'est capable d'en traiter, dans ce cas-là, une partie de l'acétaldéhyde qui est présent dans le corps n'est pas immédiatement pris en charge par le corps, et l'acétaldéhyde peut alors potentiellement abîmer la santé de l'être humain. L'acétaldéhyde peut aussi être produit dans l'environnement par des feux de végétaux, dont les feux de forêt. L'acétaldéhyde peut aussi être produit lors de l'oxydation de composés organiques dans la troposphère. À l'heure actuelle, l'acétaldéhyde peut aussi être rejeté dans l'environnement par de nombreuses activités humaines comme par exemple au cours de procédés industriels. En effet, sous sa forme liquide, l'acétaldéhyde est un composé organique volatile qui est utilisé dans de nombreux procédés industriels. L'oxydation de l'acétaldéhyde peut donner de l'acide acétique. L'acide acétique est une substance qui est d'ailleurs particulièrement bénéfique pour l'être humain. Par le passé, l'acétaldéhyde a donc déjà été utilisé industriellement en tant que matière première pour la synthèse de l'acide acétique. L'acétaldéhyde peut aussi être utilisé comme agent de sapidité dans certaines margarines. Certains l'ont même utilisé en tant que conservateur pour des fruits. L'odorat humain est en capacité de percevoir l'acétaldéhyde à très faible dose, puisque 0,05 ppm suffisent à ce que l'odorat humain détecte l'acétaldéhyde. L'odorat humain perçoit l'acétaldéhyde comme une odeur fruitée. On parle d'une odeur faisant penser à l'odeur d'une pomme verte. Mais l'acétaldéhyde devient désagréable à forte teneur, puisqu'il devient alors piquant et source de suffocation. Mais en raison de l'odeur fruitée qu'il peut avoir, bien dosée, il a donc déjà été utilisé comme aromatisant. Sous sa forme liquide, l'acétaldéhyde est un liquide incolore, volatile et miscible, c'est-à-dire qu'il peut se mêler à une autre substance pour former un mélange homogène avec celle-ci. L'acétaldéhyde peut être miscible avec l'eau, mais également avec de nombreux autres composés. L'acétaldéhyde est de nature très inflammable. À ce propos, son point d'ébullition est de seulement 20,2 degrés Celsius. L'acétaldéhyde peut vivement réagir avec de multiples composés. Par exemple, en contact avec du cuivre ou des alliages en contenant, comme le bronze ou le laiton par exemple, etc., il peut former des composés qui sont de nature explosive. L'acétaldéhyde est en capacité de ronger le caoutchouc, parce que comme tous les aldéhydes, c'est un réducteur. L'acétaldéhyde est donc utilisé comme solvant dans les industries du caoutchouc et du papier. Pour bien comprendre tout ce dont on parle quand on parle d'oxydants et de réducteurs, je vous invite à étudier, si vous ne la connaissez pas déjà, la théorie de l'oxydoréduction, ou comme on l'appelle parfois de façon abrégée,
la théorie redox. L'éthanol est le nom officiel de l'alcool que consomment les êtres humains. Ne le confondez pas avec l'éthanal, qui est un autre nom de l'acétaldéhyde. D'ailleurs, le fait que je parle d'acétaldéhyde plutôt que d'éthanal aide à ne pas les confondre. On parle beaucoup de l'acétaldéhyde par rapport à la consommation d'alcool. Et c'est parce que la consommation de boissons alcoolisées expose à l'acétaldéhyde. Mais la consommation de boissons alcoolisées expose aussi à d'autres substances non bénéfiques, comme certains radicaux libres au potentiel particulièrement toxique. La consommation d'alcool sous une forme ou une autre expose à diverses problématiques moléculaires et énergétiques. Mais discuter de la totalité de ces problématiques en détail serait bien trop long ici. Donc j'ai fait une sélection de ce dont je vais vous parler. Dans le corps humain, l'acétaldéhyde est un produit moléculaire intermédiaire qui est produit au sein d'un processus très encadré qui permet d'éliminer l'alcool endogène du corps. Ce processus peut aussi être mis en œuvre pour éliminer du corps l'alcool de nature exogène. Aussi surprenant que cela puisse paraître, à l'intérieur du corps, il peut y avoir une production d'alcool. Mais il n'est pas produit par le corps parce que c'est un composant du corps humain. Pas du tout, ce n'est pas le cas. Quand il est produit dans le corps humain, c'est plutôt comme une substance qui découle de divers processus métaboliques. On peut dire que c'est comme un déchet qui peut résulter de diverses opérations métaboliques dans le corps. Et c'est bien parce que c'est un déchet métabolique que dès qu'il apparaît dans l'organisme, le corps s'empresse de le détruire. Et il s'empresse de le détruire parce que c'est une substance à haut potentiel toxique pour l'intégralité de l'organisme. Autrement dit, l'alcool endogène n'est pas un constituant du corps humain, c'est un déchet métabolique qui se comporte comme un poison pour le corps si le corps ne le traite pas. Et c'est pourquoi l'organisme de l'être humain est équipé de tout un système permettant, selon les paramètres du moment, soit de le détruire aussi rapidement que possible, soit de l'éliminer tel quel. Et parfois les deux en même temps. Parfois il le détruit en même temps qu'il l'élimine tel quel. Pour ne pas trop complexifier les choses ici, parce que cela n'aurait pas d'intérêt vis-à-vis du thème principal qui nous intéresse, je me contenterai de vous dire que l'alcool est essentiellement transformé en acétaldéhyde au niveau du foie selon différentes procédures. Alors bien que l'essentiel du métabolisme de l'éthanol a lieu dans le foie, d'autres tissus peuvent aussi participer à la transformation de l'éthanol. Par exemple, le tractus gastro-intestinal, les reins, les poumons ou encore la peau. D'ailleurs, à ce propos, le métabolisme cutané reste tout de même minoritaire. Les métabolismes cutanés, urinaires, alvéolaires et salivaires semblent ne constituer que 5% du métabolisme total de l'alcool. Généralement, le foie est celui qui élimine plus de 80% de l'alcool. Concernant le métabolisme par le foie, c'est dans les hépatocytes du foie qu'une enzyme du nom d'alcool déshydrogénase convertit l'éthanol, l'alcool donc, en acétaldéhyde. Puis une autre enzyme, nommée acétaldéhyde déshydrogénase, convertit l'acétaldéhyde en acide acétique. L'acide acétique est une substance inoffensive pour le corps, elle est même très bénéfique pour l'organisme. L'acide acétique est d'ailleurs connu pour de nombreux bienfaits qu'il a sur l'organisme. L'acide acétique peut aussi être utilisé par le corps dans le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs est un cycle connu en biologie comme étant un processus qui permet la production d'une forme d'énergie. On parle ici d'ATP, d'adénosine triphosphate. Ceci pour vous dire à quel point l'acide acétique n'est pas du tout nocif pour le corps, du moins dans des concentrations raisonnables. Le résumé du protocole de transformation de l'éthanol en acide acétique que je vous ai expliqué, à savoir que l'éthanol est transformé en acétaldéhyde puis en acide acétique. Ce résumé du protocole de transformation de l'éthanol en acide acétique que je vous ai expliqué est le protocole majoritaire. Cependant, ce n'est pas le seul. Il existe également 2 autres protocoles physiologiques de transformation de l'éthanol. Je ne vais pas les détailler ici, mais ils concernent le métabolisme spécifiquement cérébral de l'éthanol. Comme je l'ai brièvement mentionné tout à l'heure, l'éthanol peut aussi être éliminé du corps tel quel. Donc l'éthanol peut aussi être éliminé sous forme inchangée par l'air expiré, les urines ou encore par la sueur. La contribution de chacune des différentes voies d'élimination varie suivant les concentrations corporelles. L'alcool produit dans le corps au sein de divers processus et que l'on nomme alcool endogène ou encore alcool physiologique est le résidu de certains processus. Il est très important de comprendre que quand ce déchet est produit,
S'il n'y a rien qui cause un dérèglement majeur de certaines fonctions corporelles, ce sont des quantités infimes qui sont générées par le corps au fur et à mesure de processus biochimiques que l'organisme sait parfaitement comment encadrer et gérer. Le corps contrôle le fonctionnement des processus biochimiques qui se déroulent en son sein, de sorte à ce qu'en conditions normales, c'est-à-dire dans des conditions sans facteurs aggravants et sans facteurs déséquilibrants, la quantité globale d'alcool produite dans le corps au cours de transformations biochimiques semble être située entre 0,0001 g et au grand maximum 0,1 g. Et elle ne semble jamais dépasser ce taux-là. C'est une quantité relativement faible, et le corps est totalement équipé afin de gérer très facilement cette production temporaire et faible d'alcool provenant de divers processus de transformation biochimique qui se déroulent dans l'organisme. L'organisme humain sait gérer cette production sans qu'elle n'altère la santé de la personne concernée. Si le taux que j'ai mentionné est dépassé, c'est qu'il y a une problématique de santé. Et la production excessive d'alcool endogène liée à une problématique de santé peut affecter négativement la santé de l'organisme de la personne concernée. En effet, à des doses plus élevées qu'une production alcoolique endogène totale de 0,1 g dans le corps, ceci peut potentiellement altérer la santé d'une personne sur tous les plans de celle-ci. Selon certains travaux scientifiques, l'origine de l'éthanolémie endogène serait majoritairement due aux fermentations intestinales et pourrait varier selon divers facteurs liés au régime alimentaire. Il est important de comprendre ici que ce que l'on appelle éthanolémie endogène, c'est le fait d'avoir dépassé la production alcoolique endogène totale de 0,1 g dans le corps. Pour en revenir à ce que je disais à ce propos par rapport aux facteurs liés au régime alimentaire, les levures, en particulier celles de la famille des candida, sont très fortement liées à la fermentation des glucides et par conséquent à la production qu'elles peuvent induire dans les intestins d'acétaldéhyde et d'alcool. Comment traiter les fermentations intestinales, comment ne pas les favoriser, tout ceci est tout un sujet en soi que je ne vais pas aborder maintenant. Cependant, de manière plus générale, le facteur principal qui génère l'éthanolémie, c'est la prise d'alcool exogène par ingestion, sous une forme ou une autre. L'alcool peut favoriser des carences nutritionnelles, en raison de l'altération des fonctions digestives qu'il peut induire, et du fait qu'il nuit à l'absorption de la plupart des vitamines, minéraux et acides aminés. La prise d'alcool peut impacter particulièrement le taux en vitamines A, C et E, au point d'induire des sérieuses carences de celles-ci. L'alcool interagit également négativement avec le métabolisme des folates, ce qui fait que la consommation d'alcool peut également induire chez l'être humain une déficience en diverses vitamines du groupe B, particulièrement en B1, B6, B9 et en B12. La prise d'alcool peut induire une altération de l'ADN, une altération de la synthèse de l'ADN, mais aussi une altération de la méthylation de l'ADN qui est impliquée dans le contrôle de l'expression des gènes. La génotoxicité de l'éthanol est liée à son principal métabolite, qui est l'acétaldéhyde. L'acétaldéhyde est une substance qui est de nature mutagène. Mais la génotoxicité de l'éthanol n'est pas seulement due à l'acétaldéhyde. La génotoxicité de l'éthanol est aussi liée à la production de divers radicaux libres qui sont très réactifs et qui découlent de l'ingestion d'alcool. Des radicaux libres qui sont susceptibles d'induire des lésions de l'ADN. L'augmentation du flux de radicaux libres peut causer divers types de lésions de l'ADN, comme par exemple des fragmentations de l'ADN, mais aussi des mutations de l'ADN. Autrement dit, la consommation régulière d'éthanol génère différentes classes de molécules qui sont capables de léser l'ADN. L'acétaldéhyde et les radicaux libres font partie de ces molécules potentiellement perturbatrices. Et toute lésion de l'ADN par ces particules peuvent engendrer de graves troubles de santé. Si des lésions de l'ADN ne sont pas réparées, elles peuvent potentiellement être à l'origine d'un processus de cancérogénèse. Une prise d'alcool de façon régulière ne favorise pas du tout la réparation d'éventuelles lésions de l'ADN causées par l'alcool. Et si des lésions de l'ADN par l'alcool ont été réparées, une prise d'alcool, même non régulière, ne favorise pas du tout le maintien de ces réparations. L'alcool perturbe le métabolisme normal des glucides et des lipides. Il peut donc induire de l'hypoglycémie. L'alcool peut aussi avoir un rôle non négligeable dans les crampes musculaires. L'alcool peut favoriser une inflammation hépatique, que l'on appelle aussi hépatite alcoolique, une fibrose hépatique, une stéatose, une cirrhose alcoolique ou encore une nécrose hépatique. D'un point de vue clinique, il a déjà été observé la possibilité que plusieurs de ces troubles soient présents en même temps. En plus de ces troubles-ci, l'alcool peut aussi induire des complications spécifiques au sein même de ces troubles, comme l'apparition de corps de Mallory, une fibrose périvénulaire, etc.
Les personnes qui consomment de l'alcool de façon régulière, encore plus si c'est de façon importante, ont un terrain hépatique plus abîmé et donc plus faible que celles qui n'en consomment pas. Par conséquent, elles ont plus de risques de favoriser en elles le développement de virus hépatotrophes, comme par exemple le virus de l'hépatite B et le virus de l'hépatite C. En causant des dommages au foie, l'alcool peut aussi diminuer les capacités de détoxification du foie lui-même vis-à-vis de substances médicamenteuses, de polluants ou d'autres substances toxiques diverses. Pire, en fait, l'alcool peut aggraver la toxicité potentielle de la plupart des médicaments, polluants et autres substances toxiques. Les perturbations que l'alcool cause dans l'évacuation des déchets issus du métabolisme peut induire des anomalies de diverses natures qui peuvent affecter négativement la personne concernée. La prise d'alcool peut aussi provoquer une dégénérescence du pancréas, ce qui peut compromettre la production d'enzymes importantes, notamment pour le système digestif. L'alcool peut aussi diminuer la capacité de l'estomac à produire les sucs gastriques. L'alcool peut perturber le métabolisme des glucides et des lipides, comme j'en ai déjà parlé, mais l'alcool peut aussi perturber le métabolisme sain des protéines. Donc, l'alcool peut vraiment perturber le métabolisme de l'organisme d'une façon qui peut avoir des conséquences sérieusement néfastes. La consommation d'alcool peut aussi augmenter les troubles dépressifs et anxieux. Le CIRS a évalué la cancérogénicité de l'acétaldéhyde, qui est liée à la consommation de boissons alcoolisées, comme étant une source cancérogène potentielle pour l'homme. Mais ce qu'il est également important de savoir, c'est que cumuler les sources d'exposition à l'acétaldéhyde semble favoriser le risque de déclenchement de certains processus de cancérogénèse. C'est la raison pour laquelle il est vraiment préférable de faire de son mieux pour éviter toutes les sources d'acétaldéhyde, pour réduire les risques d'exposition d'origine multiple, afin de ne pas prendre le risque de se retrouver dans une situation de danger de santé à cause de ce risque-là également. Inhaler de l'alcool dans un environnement qui en est rempli peut perturber certaines fonctions corporelles. Dans un rapport suédois qui date de 1996, 2 scientifiques ont cherché à identifier, à caractériser la toxicité pouvant être associée à l'inhalation de vapeur d'éthanol, donc d'alcool. Ils ont cherché à définir la relation entre dose et troubles potentiels. Ils ont ainsi décrit des expériences d'inhalation de vapeur d'éthanol qui ont été réalisées chez l'homme. Je vous affiche maintenant à l'écran un tableau qui montre les troubles potentiels qu'ils ont observés en fonction de diverses doses d'inhalation d'éthanol. On constate, en observant ce tableau, que l'inhalation de vapeur d'éthanol ne semble pas provoquer d'effets physiques graves, mettant en jeu le pronostic vital immédiat en dessous de 10 000 mg par mètre cube. À des concentrations élevées, c'est-à-dire à partir de 10 000 mg par mètre cube, l'éthanol est une substance clairement irritante qui peut altérer la fonction respiratoire, et ceci peut aggraver certains symptômes associés à l'asthme. En France, la valeur limite qui a été fixée concernant l'éthanol dans l'air, dans le cadre professionnel et commercial, est actuellement de 1900 mg par mètre cube, c'est-à-dire environ 1000 ppm. Cette limite officielle à surveiller a été fixée dans le but d'éviter l'irritation, notamment des yeux et des voies respiratoires. Ceci dit, éviter de travailler dans le milieu de l'alcool ou éviter les lieux liés à la consommation d'alcool est la seule mesure vraiment ultime pour ne pas être incommodé par l'alcool, que ce soit en termes d'odeur, de perturbations physiologiques potentielles ou de perturbations énergétiques potentielles. Vis-à-vis de la consommation de l'alcool, concernant les femmes en état de grossesse, elles ne s'exposent pas uniquement elles-mêmes au danger de l'alcool, elles mettent aussi en danger la santé d'une vie qui n'est pas la leur, mais qui vit en elles durant quelques mois, parce que l'éthanol peut franchir la barrière placentaire et abîmer le corps de l'être concerné avant même qu'il pose les pieds sur terre. Les recherches ont permis de s'apercevoir que l'alcool est capable de passer la barrière placentaire. À partir de là, il peut se retrouver dans le liquide amniotique, mais aussi dans le sang fœtal. Quand il s'y trouve, sa tendance est d'y persister de façon relativement notable. D'une part parce que le métabolisme fœtoplacentaire de l'alcool semble n'apparaître qu'au second mois de la grossesse, tout en étant plus faible que celui de la mère lorsqu'il apparaît, et d'autre part parce que selon les études, la clairance même de l'éthanol par le fœtus, c'est-à-dire l'élimination de l'éthanol par le fœtus, est environ 2 fois plus lente que celle de la mère. Les concentrations d'éthanol dans le liquide amniotique, tout comme chez le fœtus, sont proportionnelles aux concentrations plasmatiques de la mère. Une étude a fait le point sur cette question à partir de l'analyse de 66 publications. Ces études démontrent que l'éthanol contenu dans la circulation maternelle a la possibilité de traverser rapidement la barrière placentaire.
L'alcool a été détecté à la fois dans le liquide amniotique et chez le fœtus. 1 heure après l'absorption d'éthanol par la mère, la teneur en éthanol du liquide amniotique et du fœtus atteint une valeur maximale qui est proportionnelle à l'éthanolémie de la mère. Comme je l'ai déjà dit, le placenta humain, tout comme le foie du fœtus, possède des possibilités de métabolisme de l'éthanol qui sont très faibles, ce qui ne permet pas au fœtus d'avoir une clairance efficace de cette molécule, ce qui signifie que le fœtus encourt un risque potentiel élevé d'être abîmé par l'alcool, mais aussi par l'acétaldéhyde si la mère en consomme. En effet, l'acétaldéhyde peut lui aussi traverser la barrière placentaire. Ici, les données à propos de ces valeurs sont très variables selon les publications. Mais il est certain que l'acétaldéhyde peut traverser le placenta et peut diminuer la méthylation de l'ADN fœtal. L'acétaldéhyde peut donc aussi contribuer au syndrome d'alcoolisation fœtale. Puisque l'éthanol peut traverser le placenta et atteindre le fœtus, des conséquences malheureuses pour la grossesse sont possibles. C'est-à-dire que la prise d'alcool durant une grossesse peut entraîner un avortement spontané, un accouchement prématuré et même un bébé dit mort-né. Le Health Council of the Netherlands considère qu'il est possible que la consommation d'alcool, dès le seuil de 10 grammes par jour, accroisse sérieusement l'incidence des avortements spontanés et des morts fœtales. À ce jour, selon les informations dont je dispose, le syndrome d'alcoolisation fœtale constitue l'atteinte fœtale la plus fréquente. Cette atteinte peut se manifester par des anomalies faciales qu'on appelle aussi dysmorphie faciale, des retards de croissance pré- et ou postnatale, ou encore une atteinte du système nerveux central. Une atteinte du système nerveux central par l'alcool peut entraîner la présence d'une microcéphalie, c'est-à-dire que l'enfant peut avoir un petit périmètre crânien. Une atteinte du système nerveux central par l'alcool peut aussi entraîner des anomalies cérébrales, c'est-à-dire des anomalies structurelles, mais aussi une déficience cérébrale ou encore des anomalies neurologiques plus ou moins sévères, comme des troubles de la motricité fine, des troubles de la coordination oculomotrice ou encore une surdité centrale. Il a aussi été constaté qu'un enfant abîmé par l'alcool peut manifester au cours de son développement des troubles d'apprentissage, des troubles de mémoire, des troubles d'attention, des difficultés de raisonnement et que ceux-ci sont souvent accompagnés de troubles d'hyperactivité. Les adolescents et les adultes qui consomment de l'alcool ne sont pas du tout à l'abri de ces troubles-ci. Le syndrome d'alcoolisation fœtale peut aussi se manifester par des malformations et des retards dans le développement d'autres parties du corps du fœtus, comme le cœur, les yeux, les organes génitaux, le palais, les dents, les bras, les jambes ou encore les oreilles. Ce qu'il est très important à savoir, c'est que tous les travaux démontrent qu'il n'y a pas de seuil de consommation journalière d'alcool ne provoquant pas de risque au cours de la grossesse. Bien que la sensibilité à l'éthanol soit maximale pendant l'embryogenèse, le fœtus peut être fortement affecté par l'alcool et de façon très négative à tous les stades de son développement. Ce qui veut également dire que tous les troubles potentiels, que tous les dangers potentiels qui menacent un adulte qui consomme de l'alcool peuvent aussi affecter les systèmes physiologiques d'un enfant en gestation. J'ai parlé de l'ingestion de l'alcool, de l'inhalation de l'alcool, mais il convient également de parler de l'application de l'alcool par voie cutanée. L'alcool qui est utilisé dans les préparations pour la désinfection des mains, par friction de celle-ci après application du liquide de désinfection, implique des effets vraiment indésirables. Pour avoir une sérieuse efficacité contre les bactéries et les virus indésirables, toute substance à base d'alcool doit être concentrée à hauteur d'au moins 60%, ce qui est une concentration d'alcool importante. À des concentrations importantes, à partir de 60%, l'alcool semble avoir une action desséchante sur la peau, ce qui peut alors potentiellement entraîner une irritation cutanée. Un des problèmes sérieux de la substance qu'est l'alcool est qu'elle détruit indifféremment toutes les bactéries, pathogènes ou non, ce qui signifie qu'elle peut détruire les bactéries symbiotiques de votre organisme. Les bactéries symbiotiques, ce sont les bactéries qui vivent en symbiose avec vous. Il y a une relation d'intérêt commun qui fait que le corps ne détruit pas ces corps étrangers-là. Le corps les autorise à rester dans l'organisme. L'organisme permet cet accueil de certaines bactéries qui n'abîment pas le corps, mais qui font des actions qui servent les intérêts du corps. Or, la peau comporte, entre autres, des bactéries symbiotiques non pathogéniques, des bactéries qui sont des alliés de taille pour les êtres humains, du moins dans leur environnement actuel, et qui constituent ce qu'on appelle le microbiome cutané. Ce microbiome cutané a un effet très intéressant, c'est qu'il apporte une protection sérieuse à l'être humain vis-à-vis d'éléments extérieurs potentiellement dangereux, notamment contre la pollution extérieure mais aussi contre des bactéries qui, elles, sont pathogènes.
L'application d'alcool sur la peau, sous quelque forme que ce soit, a un effet desséchant, abîme le film hydrolipidique naturel de la peau, mais rend aussi potentiellement plus vulnérable aux éléments pathogènes extérieurs. Autrement dit, en abîmant la flore microbienne de la peau, on s'expose de façon accrue à des risques d'installation et de pénétration de micro-organismes pathogènes qui habituellement ne réussissent pas à s'installer sur la peau ou à pénétrer dans l'organisme par la voie cutanée. En somme, en ayant l'idée de passer de l'alcool sur la peau, au cas où s'y trouveraient de potentiels micro-organismes pathogènes afin de les détruire, on devient sans défense immédiate majeure face à ces mêmes pathogènes s'ils se trouvent en d'autres lieux de notre environnement que notre peau et que celle-ci, après une application alcoolique, entre en contact avec eux. Les mains et les avant-bras sont les premières parties qui sont concernées par ce fait parce qu'en général ce sont elles qui sont majoritairement concernées par cette manœuvre d'exposition à l'alcool. Or, par contact avec divers objets, elles sont les premières cibles qui peuvent être atteintes par des micro-organismes pathogènes. Si une personne se contrefiche de l'effet desséchant et de la destruction potentielle du film hydrolipidique de la peau, si seule sa protection contre les micro-organismes pathogènes compte pour elle, elle doit savoir que pour ne pas être vulnérable après une décontamination par application alcoolique cutanée, il convient de rester isolé au minimum entre 20 et 30 minutes, selon les estimations actuelles, dans un lieu relativement sain, sans rien toucher du tout avec la partie du corps qui a reçu une application à base d'alcool. Et ceci dans le but de laisser du temps à notre microbiome cutané pour se reconstituer de façon suffisante pour que son rôle protecteur soit à nouveau à un niveau relativement intéressant. Par conséquent, je vous recommande non seulement de ne pas ingérer d'alcool, mais aussi de ne pas en mettre sous une forme ou une autre sur votre peau, que ce soit des désinfectants pour le corps, des gels hydroalcooliques, des déodorants, des parfums ou quoi que ce soit d'autre qui en contient. À ce propos, oui, même les parfums, je vous recommande de ne jamais en placer directement sur la peau ou sur les cheveux, du moins si votre parfum est fait à base d'alcool ou s'il n'est pas naturel, même s'il ne contient pas d'alcool. Il existe des moyens naturels et sains d'avoir une peau parfumée, mais si vous souhaitez utiliser des parfums, il en existe sans alcool. Mais dans l'idéal, tout parfum classique ne devrait pas être déposé sur la peau, mais plutôt sur les vêtements. Après, il est bon de savoir qu'il existe des alternatives non alcooliques aux déodorants, aux parfums, aux désinfectants, aux gels hydroalcooliques, etc. En fait, il existe vraiment des alternatives non alcooliques pour chaque produit qui contient de l'alcool. Pour les désinfectants généraux ou les gels hydroalcooliques pour les mains, je vous recommande d'utiliser de l'argent colloïdal. C'est une fantastique substance désinfectante, très puissante, qui n'abîmera pas du tout votre flore cutanée. Parler de l'argent colloïdal mériterait tout un sujet en soi pour en parler. Il me faudrait également beaucoup de temps pour vous présenter des centaines de témoignages qui vous feraient probablement ouvrir les yeux en grand face aux troubles de santé que l'argent colloïdal a déjà permis de guérir, y compris des troubles de santé gravissimes, et ce autant chez des humains que chez des animaux. Je ne vais pas vous expliquer maintenant comment l'argent colloïdal fonctionne, peut-être dans une prochaine vidéo, un jour, peut-être, mais sachez que certaines caractéristiques structurelles des bactéries et des virus qui sont pathogènes font qu'au contact de l'argent colloïdal, ils sont détruits. Tous les virus et bactéries pathogènes sont concernés. On n'a pas découvert d'exception à ce jour. Mais l'argent colloïdal ne semble pas détruire les bactéries symbiotiques de l'organisme humain. L'argent colloïdal est utilisé depuis bien longtemps par l'agence spatiale russe pour la purification de l'eau des astronautes. La NASA, elle, pendant longtemps, elle utilisait de l'iode. Il faut dire qu'aux USA, actuellement, la FDA ne favorise pas du tout l'emploi d'argent colloïdal, tout comme d'autres organismes dans le monde. Probablement en raison d'intérêts financiers qui font qu'ils préfèrent promouvoir d'autres solutions venant de leurs partenaires d'affaires respectifs. À ce jour, les centaines d'études faites sur l'efficacité de l'argent colloïdal ont montré un 100% d'incidence positive. Des centaines d'études qui ont porté sur plus de 650 micro-organismes différents à ce jour, et la liste s'agrandit avec le temps. Ces derniers mois, dans plusieurs laboratoires du monde, on a d'ailleurs découvert que l'argent colloïdal est efficace pour détruire la forme de coronavirus qui a conduit à des confinements dans plusieurs pays. Je vous mettrai un lien vers l'une de ces études sous la vidéo, une étude exempte de conflit d'intérêts. L'argent colloïdal détruit bel et bien, et c'est une certitude, le virus actuel qui perturbe tout le fonctionnement de la société. Et nous pouvons tous nous procurer de l'argent colloïdal en prévention ou en traitement. Si vous connaissez une personne qui est dans une situation très grave, vous pouvez lui conseiller, ou demander pour elle selon les cas de figure, la pratique d'une nébulisation à base d'argent colloïdal, en plus d'ingestion colloïdale par voie buccale. Et vous pouvez présenter le lien de l'étude que je vous mets dans la description à votre médecin si nécessaire. Cette étude est en anglais,
Vous pouvez la faire traduire si vous en avez vraiment besoin. Ce que je vous dis maintenant pourrait vous aider à sauver la vie d'une personne que vous connaissez si celle-ci est malade et dans un état critique. Il y a plusieurs autres substances qui sont très efficaces pour détruire la forme de coronavirus actuelle qui inquiète beaucoup de personnes. Mais la plupart de ces substances sont difficilement utilisables en spray pour remplacer le gel hydroalcoolique. Et c'est pourquoi, en spray, je vous recommande d'utiliser de l'argent colloïdal, que ce soit pour les mains, les avant-bras ou d'autres parties du corps, que ce soit également en ingestion, en prévention ou en traitement. Permettez-moi le jeu de mots, il est très facile de comprendre que des industriels s'égarent dans le goût de l'argent. Et ici, je ne parle pas du minerai, malheureusement. Il est très facile de comprendre qu'ils préfèrent vendre plus de 650 solutions face à 650 problématiques qu'une seule solution contre 650 problématiques. Je caricature, mais c'est l'idée. C'est un égarement certain de la voie de la vertu, par goût de la monnaie, que de mettre des bâtons dans les roues à la diffusion de l'argent colloïdal et de d'autres substances qui sont des merveilles pour la préservation de la santé humaine. Dans une société qui favorise la compétition, ce qui fait d'ailleurs qu'on peut avoir le choix entre plusieurs fournisseurs d'électricité ou de téléphonie par exemple, c'est même être un mauvais joueur que de vouloir avoir le monopole de types de solutions à proposer. C'est dommage, mais c'est comme ça, les gens évoluent à leur rythme, peut-être qu'un jour ce sera différent, peut-être qu'un jour des prises de conscience les rendront plus vertueux. Mais trêve de philosophie. Il semble que la FDA n'a pas d'autorité légale dans l'espace interplanétaire. Oui, c'est pas une blague du tout. Alors, il y a quelques années, la NASA a pris la décision d'adopter la méthode russe pour purifier l'eau. Ils ont expliqué qu'ils en sont venus à la conclusion que l'ajout de particules d'argent est plus facile et beaucoup plus efficace que l'iode. D'autant plus que contrairement à l'iode, l'argent n'a pas à être filtré hors de l'eau purifiée, vu que l'argent est bénéfique pour la santé humaine, contrairement à l'iode, qui en excès peut s'avérer toxique. Donc à l'heure actuelle, les microparticules d'argent sont utilisées pour purifier l'eau de tout micro-organisme pathogène dans l'ISS, la Station Spatiale Internationale. De l'eau propre ou relativement propre, c'est en effet assez difficile à trouver, comme ça, sur une navette spatiale. Le fait qu'entre toutes les solutions existantes, l'agence spatiale russe et la NASA ont choisi d'utiliser de l'argent colloïdal pour protéger la vie des astronautes de toute infection par des micro-organismes pathogènes, je crois que ça en dit long sur la certitude de son potentiel protecteur. Je vous mets en barre d'informations un lien pour vous procurer de l'argent colloïdal de haute qualité. Cet argent colloïdal est produit dans le sud de la France. Je l'utilise personnellement depuis longtemps et j'en suis très satisfait. Je l'utilise de multiples façons car il y a beaucoup de façons d'utiliser l'argent colloïdal tant ses bienfaits sont nombreux. Bien sûr, comme je l'ai expliqué, on peut aussi utiliser cet argent colloïdal à la place de désinfectants généraux ou de gel hydroalcoolique. Vous pouvez donc en mettre dans une main et puis faire une friction des mains et des avant-bras si c'est nécessaire avec l'argent colloïdal en remplacement du gel hydroalcoolique. De nombreux médecins ont alerté sur l'inutilité du port du masque en expliquant qu'un virus est si petit qu'il passe aussi facilement à travers les parois d'un masque qu'un moustique passe à travers un grillage de jardin. Oui, en effet, quand on compare la taille d'un micro-organisme et la taille des espaces entre les fibres du tissu des masques chirurgicaux, c'est assez parlant. D'ailleurs, c'est écrit sur certaines boîtes de masques dits chirurgicaux que leur port ne protège pas du tout d'une contamination virale, puisqu'il y est écrit « Ce produit ne protège pas des contaminations virales ou infectieuses ». Alors en plus, ces masques, tout comme ceux faits maison, ne sont pas du tout des masques qui sont professionnels, tels que les masques de protection contre des gaz toxiques. Donc il se trouve qu'un peu partout sur le masque, il y a des trous par lesquels de l'air environnemental potentiellement contaminé peut passer, ce qui signifie qu'une atteinte par le virus reste possible. Durant mes 4 années d'études spécialisées en microbiologie, dans le premier cours que j'ai fait, au sein du laboratoire qui servait de salle de cours, on a fait l'expérience suivante. On met une boîte de pétri contenant un milieu de culture à l'air libre, durant un certain temps, on la referme, et puis on la met un certain temps dans une étuve à 37 degrés. Résultat de la manœuvre, eh bien on ne tarde pas du tout à voir apparaître des colonies de toutes sortes de bactéries qui se développent sur le milieu de culture. Après, il existe des procédures d'identification, mais ceci est un tout autre sujet. Et le même genre de test est fait sur n'importe quel type de surface, et on a le même type de résultat. Cette petite expérience est plus un jeu qu'autre chose, pour faire voir aux étudiants de première année en microbiologie que des micro-organismes sont partout, tout autour de nous, y compris dans l'air donc, qui peut contenir des micro-organismes en transit. Alors, des masques contenant la faille qu'il puisse y avoir des passages à travers lesquels
l'air peut passer et dans lesquels les fibres des tissus sont trop grosses pour empêcher un virus de passer, voilà pourquoi il est dit qu'ils ne protègent pas d'une contamination quelconque par un micro-organisme. Ces masques ne servent donc qu'à éviter de projeter des postillons ou en de rares cas, des particules issues d'un éternuement. Oui, en de rares cas parce qu'on passe pas son temps à éternuer, normalement. Mais ceci dit, vos mains, ou les gants que vous avez sur les mains, si vous avez des gants, peuvent avoir touché des choses ou des surfaces sur lesquelles un virus que vous redoutez peut être présent. Et la question qui se pose, c'est que touchez-vous ensuite avec vos mains sans changer les gants, sans vous laver les mains? Bon, donc on voit que très vite, ça devient très vite compliqué. Mais l'être humain côtoie des micro-organismes depuis des milliers d'années. L'être humain est équipé d'un système immunitaire et d'un environnement dans lequel se trouvent diverses substances qui peuvent le protéger des micro-organismes. Et il ne faut pas oublier ces deux points. Alors on n'a pas besoin d'imaginer que peut-être maintenant on doit vivre désormais dans un monde où tout est sous forme de bulles aseptisées. Ceci serait une aberration immunologique et sociale totale. Ce serait une démarche qui démontrerait une grande absence de connaissance et de compréhension de l'immunologie, du fonctionnement du système immunitaire, de l'exploitation des substances protectrices qui nous entourent, etc., etc. Non, vraiment, on n'a pas besoin de vivre dans des bulles aseptisées dans le futur, ni de vivre loin des gens ou d'être isolé des gens. Les masques chirurgicaux ont aussi été mis en avant, et on a mis en avant le fait qu'ils peuvent contenir des substances comme le formaldéhyde, des substances qui sont toxiques si on les respire. À propos du formaldéhyde, dans la dernière vidéo que j'ai publiée, je parle justement du formaldéhyde pendant près de 30 minutes. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez en savoir plus sur cette substance et faire le point à son propos. D'autres ont parlé du nid à microbes que le masque peut produire. Ceci est en effet un sérieux problème en soi. Je fais partie des personnes qui pensent que le port obligatoire du masque est une aberration totale, pour plusieurs raisons que je ne vais pas développer maintenant. Ceci dit, je n'ai aucun pouvoir sur la situation, ça ne m'intéresse absolument pas d'en avoir, et je ne suis pas du tout intéressé de me mêler de toutes ces histoires. Je me contente simplement de faire ma vie dans mon coin, c'est bien plus intéressant pour moi, tout en partageant aux personnes qui croisent mon chemin ou qui croisent ce que je publie, des informations qui peuvent leur être utiles. Écoute celui que ça intéresse, applique celui que ça intéresse. Ici, par rapport au masque, pour éviter le risque d'être confronté à ce que votre masque devienne un nid à microbes, vous pouvez régulièrement appliquer sur celui-ci, à l'intérieur du masque, de l'argent colloïdal en spray. Cette manœuvre vous permettra d'éviter de prendre le risque d'être confronté à la création d'un nid bactérien dans votre masque afin d'éviter les problèmes de santé que ça peut engendrer. Cette idée, de nombreux utilisateurs habituels de l'argent colloïdal à travers le monde l'ont eue. Mais elle a été mise en pratique de façon professionnelle par des scientifiques russes à Kaliningrad. Des spécialistes de l'université fédérale baltique Emmanuel Kant ont créé des masques à base de nanoparticules d'argent. Les masques ont été recouverts d'une fine couche d'argent en utilisant la méthode de pulvérisation cathodique magnétron. Ils ont expliqué qu'ils ont fait cela en raison d'études sur les propriétés protectrices des ions argent, qui montrent qu'un tel nanorevêtement peut être efficace non seulement contre les bactéries mais aussi contre les virus. L'université fédérale baltique de Kaliningrad a expliqué qu'une caractéristique importante des masques et l'auto-nettoyage fourni par le nanorevêtement d'argent. Alexandre Goichman, responsable du Centre scientifique et pédagogique des matériaux fonctionnels de l'université, a dit ceci. Depuis plusieurs années, nous développons des dispositifs médicaux avec des nanorevêtements à base d'argent. Auparavant, nous avons présenté un pansement créé à l'aide de cette technologie. Son utilisation en médecine vétérinaire a montré qu'il augmente considérablement le taux de cicatrisation des plaies chez les animaux. Fin de la citation. Et effectivement, c'est un des effets connus des particules d'argent, le fait qu'elles favorisent une accélération des processus de cicatrisation, un effet parmi des dizaines d'une longue liste. Tout ceci dit, utilisez quotidiennement de l'argent colloïdal en friction sur ses mains et ses avant-bras dès que nécessaire. Et prendre par voie buccale en guise de prévention de l'argent colloïdal permet de ne pas avoir besoin de porter de masque d'aucune sorte, de ne confiner personne et de protéger tout le monde. Mais ceci est valable pour toute bactérie et tout virus. Je vous invite sérieusement à vous détourner de toute substance qui contient de l'alcool, et particulièrement tout ce qui est destiné à l'ingestion, comme par exemple le vin ou encore les teintures mères, et dans cette famille, toutes les préparations médicinales à base d'alcool. Bien que de nombreuses personnes vantent les bienfaits du vin, la plupart du temps, on ne vous dit pas tout. En réalité, les bienfaits associés au vin sont très faibles. Les potentiels ravages destructeurs dans l'organisme suite à l'ingestion de vin, donc d'alcool, sont énormément plus importants.
Les bienfaits ne pèsent pas lourd du tout sur la balance en comparaison des méfaits qui prennent largement le dessus. Il n'y a qu'un seul moyen de bénéficier des bienfaits du vin sans être touché par ces méfaits. Quel est ce moyen? Il est très simple. Il suffit de manger le fruit à partir duquel le vin est fait. C'est-à-dire qu'il suffit de manger des raisins frais ou de boire du jus de raisin frais. En mangeant ces raisins frais ou en buvant ces jus frais de raisin, vous n'êtes pas exposé aux dangers liés aux doses importantes d'alcool que contient le vin. Et en réalité, vous recevrez des bienfaits énormément plus puissants en mangeant des fruits frais ou en buvant des jus de fruits frais, justement en raison du fait que ces aliments sont frais. Même à faible dose, l'alcool est dangereux. Par conséquent, il n'existe aucun niveau sain de consommation de vin. Selon une étude américaine qui regroupe l'ensemble des travaux menés depuis 2009 sur le sujet et qui rassemble ainsi en un seul document les données scientifiques obtenues auprès de 400 000 personnes, il s'avère qu'un seul verre d'alcool par jour augmente de 25 à 35% le risque de cancer potentiellement mortel. Un risque qui atteint 54% en cas de forte consommation d'alcool. Et une forte consommation d'alcool est ce qui est associé à un minimum de 3 verres par jour. L'alcool est un neurotoxique qui peut perturber le système nerveux central. Il peut produire des troubles de l'équilibre, des troubles de la coordination, des troubles de la parole, autrement dit des troubles du langage, un allongement du temps de réaction, un rétrécissement du champ visuel, des troubles de l'attention, de la vigilance, et plus généralement des troubles de type confusion, qui peuvent aller jusqu'à la production d'un coma. Un coma est une perte de connaissance, une perte active de la conscience de soi. La prise d'alcool s'est également révélée être un perturbateur de la mémoire. L'alcool peut aussi être à l'origine de troubles internes qui se traduisent par des modifications comportementales aux conséquences potentiellement dangereuses pour soi et pour autrui. L'alcool peut notamment favoriser des troubles internes pouvant se traduire par une extériorisation augmentée du niveau d'agressivité et de violence existant chez un individu. La prise d'alcool ne favorise pas du tout une réflexion pertinente et la maîtrise de soi. La prise d'alcool peut également induire des atteintes graves aux nerfs. Il peut abîmer le système nerveux périphérique et le système nerveux central. Concernant le système nerveux périphérique, il peut causer une neuropathie dite périphérique, autrement dit une atteinte des nerfs périphériques eux-mêmes. Il s'agit ici d'une dysfonction des neurones du système nerveux périphérique. À ce propos, la polyneuropathie des membres inférieurs est une complication due à l'intoxication éthylique qui est connue depuis vraiment longtemps. Parce que l'alcool peut abîmer le fonctionnement des nerfs périphériques, il peut aussi causer des désordres d'ordre sensoriel, mais il peut aussi nuire aux tissus musculaires, en diminuant leur capacité de contraction et de relaxation, ce qui peut induire une faiblesse musculaire, par exemple. L'atteinte des nerfs périphériques peut également se manifester par une polynévrite des membres inférieurs, une neuroacropathie éthylique ou encore une névrite optique rétrobulbaire. La consommation d'alcool peut également induire des myopathies alcooliques. Concernant le système nerveux central, la prise d'alcool peut également l'endommager, ce qui signifie que l'alcool peut endommager le cerveau. À ce propos, la prise d'alcool peut même modifier la morphologie cérébrale. La prise d'alcool peut produire une réduction de la matière blanche au niveau du cortex, du cervelet et du corps calleux, et cette réduction de matière blanche peut s'accompagner d'une dilatation ventriculaire. Une bonne nouvelle cependant ici est que ces lésions semblent être réversibles. En effet, la pratique de scanner et d'IRM chez des consommateurs chroniques ayant cessé leur consommation a permis de mettre en évidence une réaugmentation du volume de la matière blanche et de la densité cérébrale. La prise d'alcool est également associée à des pertes neurales. Ces pertes neurales semblent avoir été mises en évidence dans certaines régions de l'encéphale, principalement dans le cortex préfrontal, dans l'hypothalamus et dans le cervelet. La prise d'alcool peut induire bien d'autres complications encore. Par exemple, la prise d'alcool peut conduire à une neuropathie optique. Ce qu'on appelle neuropathie optique regroupe l'ensemble des atteintes du nerf optique. Les neuropathies optiques débutent généralement par une perturbation de l'acuité visuelle qui se manifeste souvent à travers ce qu'on appelle une dyschromatopsie qui atteint typiquement l'axe de distinction bleu-jaune mais aussi qui peut toucher également l'axe de distinction vert-rouge. Les complications sur les neurones et sur l'ensemble du système neurologique, des complications liées à la prise d'alcool, surtout si celle-ci est régulière, ces complications sont très nombreuses et certaines sont très graves.
la prise d'alcool exogène est clairement un acte de destruction de la santé. Ses effets sur le cerveau et sur le système nerveux sont toujours des effets perturbateurs et destructeurs, quelle que soit la dose. Seule la nature des pathologies peut diverger en fonction des dosages et de divers autres paramètres, mais il y aura toujours un potentiel effet nocif. La prise d'alcool peut aussi induire des complications vasculaires de type hémorragie cérébrale, dont la fréquence s'élève avec la consommation d'alcool, essentiellement en raison de l'effet hypertenseur de l'alcool. La prise d'alcool peut aussi causer de l'hypertension artérielle, de l'hypertension portale, des varices gastriques, des varices œsophagiennes et de manière générale, l'alcool favorise une insuffisance veineuse. Autrement dit, de façon générale, l'alcool perturbe le cœur et la circulation sanguine. La prise d'alcool peut également induire des complications traumatiques comme des hématomes cérébraux, des hémorragies méningées, des démences alcooliques ou encore des hallucinoses alcooliques. L'alcool est également un hépatotoxique potentiel. Autrement dit, si le foie est exposé à plus que ce qu'il peut gérer, l'alcool deviendra un toxique destructeur pour le foie dont les conséquences peuvent être très graves. En France, dans les dernières années passées, les maladies hépatiques liées à la consommation de boissons alcoolisées ont été responsables d'environ 15 000 décès par an. Concernant les teintures mères et toutes les autres préparations médicinales d'herboristerie à base d'alcool dont l'on vante les mérites, il convient de savoir que les bienfaits de la plante n'annulent pas les effets toxiques de la molécule d'alcool si celle-ci est présente. Donc si un traitement par des plantes est bénéfique mais que ces plantes sont mélangées à de l'alcool, ceci signifie que pour bénéficier des bienfaits de ces plantes, vous vous exposez d'un autre côté à des dommages sur d'autres parties de votre être, même si vous n'en avez pas la perception. Vos sens de perception sont-ils actuellement assez affûtés pour vous rendre capable de sentir chacun des brins d'ADN de chacune de vos cellules? Enfin, ceci dit, il faudrait déjà que vous soyez capable de sentir chacune de vos cellules avant de parler de sentir la présence de chacun de vos brins d'ADN en vous-même. Si vous ne vous êtes pas élevé à des niveaux d'évolution ultra avancés, ce n'est probablement pas le cas. Vous n'êtes probablement pas capable de sentir chacune de vos cellules et chacun des brins d'ADN dans chacune de vos cellules. Donc de manière générale, si à l'heure actuelle bien des choses peuvent échapper à vos sens de perception, il est donc possible que vous ne sentiez pas un trouble qui se produit en vous-même, ni ses conséquences de premier ordre, de premier niveau. À partir de là, vous comprenez mieux que l'alcool peut créer des ravages dans votre structure physique et énergétique à un niveau dont vous n'avez aucune conscience et perception. Donc ce n'est pas parce qu'une substance ne vous tue pas instantanément qu'elle n'est pas un danger potentiel pour autant pour vous. Je vous déconseille sérieusement de vous détruire petit à petit et de prendre le risque un jour d'avoir de gros problèmes qui là seront tellement massifs qu'ils seront apparents. Des troubles provenant de tout un tas de mini-dégâts continuels causés au fil de votre vie. Parce que l'alcool peut affecter le bon fonctionnement de votre corps, il peut affecter votre santé mais également votre bien-être intérieur ainsi que votre potentiel de longévité. Je vous recommande vraiment de vous éloigner de tout ce qui contient de l'alcool et de ne jamais ingérer rien, même occasionnellement, qui contient de l'alcool, même si c'est infime, vraiment. L'acétaldéhyde est un cancérigène avéré dès qu'il est présent à un certain degré dans le corps. C'est une substance qui est potentiellement cancérigène pour l'être humain. L'acétaldéhyde a des effets mutagènes, embryotoxiques et tératogènes. L'acétaldéhyde est considéré comme la plus toxique des substances chimiques dérivées de l'alcool. C'est l'acétaldéhyde qui cause la sensation que les buveurs d'alcool appellent dans le langage familier actuel « gueule de bois ». Mais aussi désagréable que cela puisse paraître, ce n'est rien en comparaison de ce qu'il fait réellement, mais que vous n'arrivez pas à percevoir, car cela dépasse généralement les paramètres par défaut du système des sens de perception humain. L'acétaldéhyde peut vraiment exercer de multiples effets vraiment toxiques sur l'organisme. La consommation d'alcool exogène est un facteur important à ne pas négliger concernant l'apparition des risques potentiels de développement de cancer parce que le principal métabolite issu de la transformation de l'alcool, l'acétaldéhyde, est capable d'induire des lésions de l'ADN. Le risque se trouve dans le fait que si ces lésions ne sont pas réparées, alors elles peuvent devenir le point de départ d'un processus de cancérogenèse. L'acétaldéhyde peut endommager les cellules souches hématopoïétiques, des cellules qui ont pour fonction de renouveler les constituants principaux du sang. L'acétaldéhyde peut produire des cassures de l'ADN double brin des cellules souches hématopoïétiques, ce qui favorise leur déclin et crée des réarrangements chromosomiques qui ne sont pas du tout souhaitables. L'acétaldéhyde semble même pouvoir faire obstacle dans le processus qui permet la bonne réparation de ces dommages,
ce qui peut alors éventuellement conduire à des perturbations cellulaires, comme des cancers par exemple. L'acétaldéhyde est un métabolite qui est très toxique et très réactif. Comme vous l'avez compris, l'acétaldéhyde est un produit intermédiaire dans le métabolisme oxydatif de l'éthanol ou de l'alcool. L'un de ses effets les plus ennuyeux est l'aptitude de l'acétaldéhyde à modifier la structure de molécules spécifiques d'une telle façon que cela peut favoriser des maladies auto-immunes. L'acétaldéhyde est capable de former des adduits vis-à-vis de toute molécule qui se trouve dans son environnement immédiat. En chimie, un adduit, c'est le résultat d'une interaction qui additionne deux unités moléculaires qui originellement sont distinctes. Il peut donc en résulter une modification de la structure et des caractéristiques d'une molécule qui est atteinte par l'acétaldéhyde. L'acétaldéhyde peut former des adduits avec des protéines, des enzymes, etc. et même avec le glutathion. Ces adduits ont déjà été retrouvés au niveau du foie ou du cerveau. Si certaines protéines sont modifiées, on peut observer une diminution de certaines activités enzymatiques et même une perturbation du système immunitaire. Autrement dit, ces adduits peuvent déréguler le système immunitaire. Les protéines altérées par l'acétaldéhyde sont mises en cause dans de nombreuses réactions auto-immunes. Une réaction auto-immune, c'est quand un dérèglement du système immunitaire induit que ce dernier s'attaque aux constituants normaux de l'organisme lui-même. Pour imager ce dysfonctionnement, c'est comme si un garde du corps se mettait soudainement à attaquer la personne qu'il est censé protéger. Donc une réaction auto-immune, c'est lorsque le système immunitaire se met à attaquer des parties du corps humain qu'il est censé protéger. Un certain nombre de troubles de santé potentiellement mortels semblent directement être concernés par ce dysfonctionnement, comme par exemple le lupus, le diabète de type 1, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde ou encore la maladie de Crohn par exemple, parce qu'elles semblent toutes correspondre à des maladies chroniques déclenchées par un dysfonctionnement immunologique de l'organisme face à ses propres constituants. J'en ai cité quelques-unes, mais il y en a beaucoup plus. Il y a des dizaines de maladies auto-immunes qui ont été recensées. L'acétaldéhyde est par ailleurs particulièrement toxique pour les mitochondries, et en fait pour la cellule elle-même. En effet, l'acétaldéhyde favorise la destruction cellulaire par le fait de diminuer le glutathion sous forme réduite tout en augmentant la peroxydation lipidique. L'acétaldéhyde augmente donc les effets toxiques des radicaux libres tout en réduisant les capacités de la cellule à s'en protéger, puisque le glutathion, sous forme réduite, c'est l'antioxydant majeur d'une cellule. Et ceci peut donc conduire à la destruction cellulaire. La fumée de cigarette contient d'importantes quantités d'acétaldéhyde, de l'ordre du milligramme par cigarette. Les fabricants de tabac ne semblent pas utiliser de l'acétaldéhyde comme additif dans les cigarettes. Cependant, en brûlant d'autres additifs qui sont présents dans le tabac, comme le sorbitol ou encore le glycérol, en brûlant, ces additifs produisent de l'acétaldéhyde. Et cet aldéhyde est libéré dans la fumée de la cigarette. La fumée inhalée par un fumeur d'une seule cigarette, ce qu'on appelle la fumée principale, contient environ 1 mg d'acétaldéhyde. Cependant, certaines cigarettes peuvent en produire jusqu'à 2 fois plus. Cela fait de l'acétaldéhyde l'un des principaux éléments composant la fumée de cigarette, après le goudron, la nicotine et le monoxyde de carbone. L'acétaldéhyde est aussi rejeté dans l'environnement lors d'activités industrielles, notamment dans l'air et dans les eaux usées. L'acétaldéhyde peut aussi être rejeté dans l'environnement pendant la destruction de certains produits qui en contiennent. D'autres sources encore ont été identifiées comme étant aussi des sources d'émissions d'acétaldéhyde. Parmi ces sources, il y a les gaz d'échappement, la combustion de matière organique, à travers des poêles à bois par exemple, ou encore les centrales électriques, le brûlage des déchets agricoles, la torréfaction du café et même la cuisson des aliments. Et cette liste n'est pas exhaustive. Dans les environnements intérieurs, d'autres sources d'émissions d'acétaldéhyde ont été citées par l'ANSES en 2013, tels que les matériaux de construction, de décoration, d'ameublement et les produits de consommation courante, comme les nettoyants de sol, les cols, les lasures, les décapants, les dalles, les flocages, les stratifiés, etc., etc., etc. L'acétaldéhyde est vraiment une substance très toxique qui peut provoquer des dégâts dans l'ensemble de l'organisme. Les effets observés lors d'une exposition aiguë à l'acétaldéhyde volatile sont une irritation des yeux, de la peau ainsi que des voies respiratoires supérieures et inférieures. Il peut aussi y avoir des effets sur le système nerveux central. Des expositions prolongées par voie cutanée à l'acétaldéhyde entraînent des érythèmes, des brûlures, et si le contact est répété dans le temps, cela peut aussi induire des dermatites. Les deux principales sources d'exposition à l'acétaldéhyde sont les pollutions de l'air et la consommation de boissons alcoolisées. Ceci dit, mis à part l'alcool lui-même, le contact avec l'acétaldéhyde dans l'alimentation ou dans le matériel qui nous environne n'est pas du tout à négliger pour autant. Et les bouteilles d'eau en plastique étant une source de contamination potentielle par l'acétaldéhyde,
C'est donc en toute logique une raison supplémentaire d'éviter ce produit de consommation autant que faire se peut. Porter une attention à cela également rentre dans une logique d'ensemble, qui est celle de réduire au maximum son exposition tant à l'acétaldéhyde qu'à d'autres substances toxiques, comme par exemple le formaldéhyde dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, puisque l'accumulation de contaminants potentiellement toxiques peut entraîner un risque de surcharge de la capacité corporelle de traitement de molécules non désirables si les sources cumulées d'exposition à de potentiels contaminants toxiques sont trop élevées pour la capacité de traitement de la personne concernée, tant envers une molécule spécifique qu'envers un ensemble de molécules. Vis-à-vis du relargage d'acétaldéhyde dans l'environnement intérieur, tout comme pour le formaldéhyde, il existe plusieurs plantes qui peuvent absorber l'acétaldéhyde dans votre domicile ou votre bureau professionnel, etc., dans un environnement intérieur, et ainsi diminuer sérieusement votre exposition à cette substance qui est potentiellement toxique. Je vous renvoie à ma vidéo sur le formaldéhyde pour en apprendre plus au sujet des plantes dépolluantes. Il y aurait encore énormément de choses à dire sur l'acétaldéhyde et sur l'alcool dont je n'ai pas parlé. La littérature scientifique sur ces sujets est vraiment très importante. Donc je me suis contenté de vous faire un résumé de quelques points majeurs concernant l'acétaldéhyde et l'éthanol. Je pense que vous l'avez maintenant bien compris, l'acétaldéhyde exogène est totalement à éviter en raison des dégâts immenses qu'il peut causer si il agit librement dans le corps du fait qu'il n'est pas immédiatement pris en charge par le corps, en raison par exemple d'un dépassement de la capacité du corps à le traiter. Et de même, il convient d'éviter aussi totalement tous les produits qui peuvent favoriser une production d'acétaldéhyde. Et le premier étant bien sûr l'alcool de consommation sous toutes ses formes, d'autant plus que l'éthanol lui-même est un toxique majeur en soi s'il n'est pas pris en charge par le corps, si le corps là aussi voit sa capacité de traitement surchargée. Boire de l'alcool ne vous tuera pas instantanément. Boire de l'alcool, c'est plutôt comme un suicide lent. Et c'est une grande illusion que de penser que la consommation occasionnelle ou en petite quantité est anodine. Oui, le corps se régénère. Oui, le corps, potentiellement, peut se régénérer à la perfection. Mais pour permettre cela, pour permettre l'expression de ce potentiel de régénération, il ne faut pas le parasiter. Un arbre qui est impacté une seule fois par un incendie peut être détruit. Mais s'il survit à l'incendie, il lui faut du temps pour se régénérer au point que tous les dégâts causés par l'incendie disparaissent de sa structure. Mais si l'arbre est confronté plusieurs fois de suite à un incendie, à chaque confrontation, non seulement il risque de perdre sa vie à cause des conséquences instantanées et à long terme des ravages que peut causer l'incendie sur sa structure, mais en plus, s'il n'avait pas eu le temps entre les deux incendies de se régénérer, il peut être abîmé encore plus, il peut être affaibli encore plus, et ce nouvel incendie peut l'affaiblir encore plus qu'avant et même aggraver les troubles structurels qu'il avait déjà à cause des incendies précédents. Donc, à chaque incendie, son potentiel de résistance peut être diminué, ses problèmes structurels peuvent s'aggraver et son risque de mort peut augmenter. Cette métaphore pour vous dire que les dommages accumulés dans le temps peuvent conduire à des troubles de santé horribles à vivre, à des maladies infectes à vivre, des troubles de santé si mauvais qu'ils peuvent potentiellement conduire à un dysfonctionnement fatal du corps physique, autrement dit, à la mort du corps physique. Je pense que vous avez assez d'informations pour comprendre pourquoi il est préférable de chercher à réduire autant que possible son exposition à l'acétaldéhyde et pourquoi il est préférable d'éviter l'alcool sous toutes ses formes. La consommation volontaire d'alcool parasite la possibilité d'une régénération physiologique totale et donc la possibilité d'exprimer pleinement le potentiel de santé parfaite qui se trouve en soi. Sans rentrer dans le détail du comment, la prise dite occasionnelle de substances potentiellement toxiques ou de substances inadéquates pour l'être humain comme l'alcool, même dans des quantités faibles, très faibles, minimes ou ultra minimes, peut vous faire stagner en termes d'amélioration de votre santé, peut vous faire chuter d'une amélioration que vous aviez réalisée, peut continuer d'alimenter l'existence de vos troubles de santé et peut continuer de vous éloigner de la possibilité d'une régénération et d'une santé parfaite. Il est évident que réduire les quantités de prise de substances inadéquates peut contribuer à vivre des améliorations de santé. Mais il semble difficile d'espérer obtenir une régénération totale et parfaite de votre organisme, une santé parfaite de votre corps, si vous continuez à ingérer volontairement des substances inadéquates, même en de faibles quantités ou en de rares occasions. En revanche, un arrêt volontaire, complet et définitif de la prise de toute substance inadéquate pour la physiologie humaine,
vous permettra d'avoir la possibilité d'exprimer le maximum de votre potentiel de régénération, vous permettra d'avoir la possibilité d'avoir une santé parfaite et vous permettra de ne jamais être victime de substances potentiellement toxiques. Si l'organisme possède un système de traitement de l'acétaldéhyde et de l'alcool, c'est pour faire face à divers mécanismes ou phénomènes métaboliques internes éventuels ainsi que pour vous protéger au mieux pour le cas où vous ingéreriez par erreur des parties de fruits trop mûrs qui ont commencé à fermenter et à produire de l'alcool. Mais ce n'est pas du tout un système qui existe pour permettre la consommation volontaire d'alcool exogène sans que cela ne soit un danger. Si c'était le cas, l'alcool ne vous ferait aucun effet d'aucune sorte et ne serait absolument pas du tout nocif. Or, ce n'est pas du tout ce que l'on constate. En réalité, ce système est paramétré par défaut de sorte à ne pouvoir traiter que des doses qui sont à un seuil que l'on peut qualifier de très bas, car ces quantités sont infimes lorsque le corps doit faire face à un phénomène métabolique interne qui en produit ou lorsque vous ingérez un fruit trop mûr. D'ailleurs, instinctivement, vous devriez recracher et ne pas accepter d'ingurgiter un fruit dont vous sentez en bouche qu'il est trop mûr et a commencé à fermenter. C'est parce que ces quantités sont infimes lorsqu'elles se produisent au cours de processus métaboliques et parce qu'elles sont traitées de façon ultra rapide par l'organisme que ces phénomènes internes ne mettent pas l'organisme en danger s'ils se produisent. À moins d'avoir des troubles de santé si graves que la production interne d'acétaldéhyde ou d'alcool dépasse elle-même les seuils par défaut que le corps sait parfaitement gérer et que cela met votre santé en danger. D'où l'importance d'ailleurs de savoir s'alimenter correctement afin de ne pas favoriser des dérèglements métaboliques qui peuvent mettre votre santé en danger. Donc l'existence de ces systèmes de traitement, de ces substances, ne doit pas justifier la prise d'alcool exogène. D'autant plus qu'il n'y a besoin que de quantités très faibles d'acétaldéhyde ou d'alcool pour perturber et abîmer l'organisme, même si vous ne le ressentez pas. Le contenu d'une simple cuillère peut déjà faire des dégâts. Cru ou cuit, en apéritif, en cuisine ou autre, dans tous les cas de figure, je vous recommande donc vraiment de ne pas utiliser d'alcool sous aucune forme, dans aucun contexte. N'oubliez pas que l'être humain actuel est aussi exposé de façon très élevée et très fréquente à de multiples sources de pollution. N'oubliez pas que toutes les sources potentielles de pollution et de perturbations physiologiques qui semblent minimes en soi peuvent se cumuler entre elles et avoir au final un impact conséquent sur votre physiologie. N'oubliez pas que vous ignorez, en tant qu'être humain, quelle substance vous avez absorbée, en quelle quantité et par quel biais, et comment chaque substance peut s'allier à d'autres avec pour résultat d'abîmer votre physiologie à un degré ou à un autre. N'oubliez pas que bien que votre organisme ne cessera jamais de faire de son mieux pour mettre à l'œuvre tous ses systèmes d'épuration et l'intégralité de son système de régénération dans le but de maintenir votre corps dans la santé la plus parfaite possible, c'est de votre responsabilité de l'aider à se maintenir en parfait état en faisant votre part pour cela. Et votre part, c'est d'éviter, de façon volontaire, la prise de toute substance qui est potentiellement toxique et l'exposition à tout facteur potentiellement nocif pour votre santé. Si vous faites votre part de votre mieux, vous vous donnerez la possibilité d'avoir la santé la plus parfaite possible et la meilleure régénération possible. Bien sûr, la santé parfaite, tout comme la régénération parfaite des systèmes physiologiques ou énergétiques du corps, ne dépend pas uniquement de l'alimentation, mais c'est un facteur qu'il ne faut pas négliger parmi l'ensemble des facteurs qui permettent la santé parfaite et la régénération parfaite. Personnellement, je pense qu'aucune lésion n'est irréversible et que toute dégradation physiologique ou énergétique peut s'inverser de sorte à vivre une transformation positive qui conduit à rétablir un état de santé. Selon moi, c'est toujours potentiellement possible. Encore faut-il s'en donner les moyens. Comme j'aime le dire, il y a toujours une ou plusieurs solutions à tout problème, même si on ne l'a pas encore trouvée. Et ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas encore trouvée qu'elle n'existe pas. Et dans l'idéal, bien sûr, encore faut-il la trouver à temps. Mais potentiellement, il y a toujours une solution à toute problématique, même celles qui semblent les plus impossibles à résoudre. Cet avis m'appartient, mais plusieurs éléments me confortent dans cette orientation de pensée. Ici, s'en donner les moyens consiste déjà à cesser définitivement toute prise d'alcool sous n'importe quelle forme, dans n'importe quel contexte. Même dans le domaine des méthodes de développement de soi, on peut trouver des informations de mise en garde par rapport à la consommation d'alcool. Pour tous ceux qui s'intéressent à la bioénergétique de façon générale, quelles que soient les méthodes utilisées, donc plus largement pour tous ceux qui s'intéressent au domaine de l'énergétique et au développement de la conscience, je vais vous présenter maintenant quelques informations majeures que mes recherches m'ont amené à trouver et qui ne sont pas à négliger car ces informations ne sont pas transmises dans ces milieux sans raison. Je vais donc vous présenter brièvement
Quelques informations qui sont expliquées par des personnes qui ont atteint de hauts niveaux dans l'élargissement de leur sens de perception au point d'être capables, entre autres, de percevoir les structures énergétiques de l'être humain et les structures énergétiques qui nous entourent. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, eh bien oui, les sens de perception physique peuvent s'affiner au point de percevoir ce qui n'est pas perceptible par défaut. Pour ceux qui ne sont pas au courant, donc, je vais résumer les choses très simplement, sans rentrer dans des complications techniques qui ne sont pas du tout nécessaires pour comprendre l'idée générale. Il est important de savoir que l'être humain est un être complexe, qui est composé de diverses parties qui sont toutes en interaction les unes avec les autres. Et chacune de ces parties a une densité différente. Ces diverses densités sont dues à divers paramètres structurels. Quand je parle de densité, cela est à relier avec la notion de fréquence vibratoire. La partie la plus dense de notre être, c'est le corps physique. Mais ne serait-ce que dans cette partie de notre être, il y a déjà diverses parties qui ont chacune des densités différentes. Les os sont la partie la plus dense. Ensuite, il y a les tendons, les ligaments, les fascias et les muscles qui sont moins denses. Et puis cela continue. Si on continue à lister les parties de notre être qui vont des parties les plus denses aux moins denses, on trouve ensuite les liquides du corps, puis l'électricité, qui est couramment appelée bioélectricité, puis on a le champ électromagnétique et les champs bioplasmiques qui sont eux-mêmes composés de diverses strates de densités différentes, et puis il y a la conscience, bien sûr. Il y a une véritable échelle vibratoire entre les différents éléments qui composent notre être. Certaines des parties de notre être ne sont pas visibles par nos sens physiques, ce qui induit que par défaut, on est complètement inconscient du fait qu'elles font partie de nous, tout comme on est inconscient de la présence et des mouvements de notre corps physique quand on dort. Et cela reste ainsi si certains développements dans notre structure énergétique et dans notre conscience ne sont pas réalisés. Autrement dit, on est aveugle d'une partie de soi-même, tout comme par défaut, on ne peut pas percevoir par la vue chacune de ces cellules, ou encore les photons, les électrons, les atomes, les infrarouges, les infrasons, etc., etc., etc. Oui, vous pouvez voir des amas de ces éléments, comme par exemple votre corps physique, ou encore la lumière solaire, mais vous ne voyez pas chaque élément individuel qui constitue cet amas, à savoir chaque cellule, chaque photon, etc. Et puis parfois, vous ne voyez même pas les amas, comme par exemple en ce qui concerne les infrarouges, le champ électromagnétique terrestre, etc., etc., etc. Ainsi, l'être humain n'a pas seulement un corps physique. L'être humain possède un corps physique, une structure énergétique plus subtile que le corps physique et une conscience. Ce qui induit que sans le développement adéquat de ses propres facultés, une personne est aveugle, une personne est inconsciente, a plein d'éléments d'elle-même, a une partie d'elle-même, et ce qui est valable pour notre être est également valable pour la création tout autour de nous. Ce qui produit que la description de l'univers et toutes les explications que l'on trouve sur un sujet ou un autre, si elles sont uniquement liées à la perception des sens physiques, alors ce sont des descriptions et des explications profondément incomplètes et limitées puisque cela conduit à ignorer une immense quantité de choses très réelles qui font pourtant partie intégrante de la vie, de la création. Maintenant que ceux qui n'avaient pas cette base l'ont, je peux continuer. Bien sûr, ce que je viens de dire peut entraîner de très nombreuses questions, et ce que je vais continuer de dire maintenant peut également entraîner de très nombreuses questions de toutes sortes. Pour toute question, mes cours privés ou collectifs dans le domaine de la bioénergétique et du développement de soi vous apporteront des réponses précises. Mais pour l'instant, je voulais juste faire une introduction très générale pour aider une personne qui n'a pas la culture adéquate à ne pas rejeter d'emblée, par conditionnement ou pour toute autre raison, plus que par connaissance réelle, le sujet dont je vais parler maintenant. Donc je disais que j'allais parler de ce qui est connu à propos de l'alcool dans certaines écoles de bioénergétique et de développement de soi. L'alcool peut endommager votre structure énergétique et par voie de conséquence directe votre structure vibratoire la plus dense, à savoir votre corps physique. Toutes les substances et toutes les énergies sont en interaction constante. Par exemple, les rayons du soleil peuvent faire évaporer de l'eau, etc. L'alcool, lui, il peut provoquer une baisse de la qualité de vos fréquences vibratoires. Ce qui signifie que l'alcool peut être un facteur qui favorise la mise en résonance, c'est-à-dire l'interaction, avec des fréquences vibratoires, des énergies vibratoires, des strates vibratoires et tout ce qui est lié, qui ne sont pas du tout de nature saine, constructive et positive pour les structures de l'être humain ainsi que pour son évolution de conscience. La conséquence de cette mise en relation peut être que les pensées et tout ce qui en découle, comme les émotions, le comportement ou les actions,
peut être plus facilement influencé par des énergies, des informations, des concepts qui sont de nature distorsionnée, c'est-à-dire malsains, très éloignés de toute qualité, de tout ce qui est sain, vertueux, etc. L'alcool peut donc faciliter la connexion de l'être humain avec un ensemble d'informations et d'énergies, pour parler simplement, qui peuvent abîmer ses structures énergétiques et l'influencer négativement, c'est-à-dire le parasiter et le faire s'égarer. Ce que je viens de dire peut sembler très étrange ou incompréhensible. Pour expliquer en détail tout ce qu'il vous faut savoir à ce sujet, il me faudrait beaucoup de temps. Alors pour faire simple, sachez déjà que tout dans l'univers est information et énergie. Même l'être humain est information et énergie. Les pensées et les émotions de l'être humain, les informations qui circulent dans son champ énergétique et celles qui rayonnent tout autour de lui, tout ceci est une forme d'information et d'énergie, tout comme une information placée à l'intérieur d'une onde radio en est une autre. Donc, dans certains mouvements qui travaillent sur le développement des facultés de la conscience, il y a une règle très importante pour ceux qui cherchent à accéder aux informations de ce qu'on peut appeler l'espace vibratoire mémoriel universel de la création. Qu'est-ce que c'est ? Pour la comparaison, c'est un espace vibratoire qui est comme un disque dur d'ordinateur qui enregistre tout ce qui se passe dans l'univers, partout, à tout moment. C'est ce qu'on appelle traditionnellement annales akashiques, bibliothèque akashique, chronique akashique, bibliothèque universelle, etc., etc. Plein de noms de toutes sortes existent selon les traditions ou les mouvements scientifiques modernes, mais tous ces noms différents, au final, nomment la même chose, le champ mémoriel d'information qui est présent dans toute la création à un certain niveau vibratoire subtil. Subtil signifie qu'il se situe dans l'invisible pour l'être humain qui n'a pas développé ses sens, sa structure énergétique et sa conscience, puisque ce champ d'information n'est pas perceptible, en général, avec les paramètres par défaut qui sont donnés à la naissance de l'être humain actuellement. Mais par un développement de soi adéquat, ce champ d'information peut être accessible à la conscience humaine. Non, ce n'est pas de la science-fiction, ce champ énergétique existe réellement, et d'ailleurs avec leurs propres mots, leurs propres expériences et leurs propres équations, certains scientifiques ont déjà commencé à découvrir cette réalité et à en parler. Mais de ce que je peux voir, pour l'instant, ils ont à peine gratté la surface du phénomène, pour l'instant ils n'ont découvert qu'une manifestation minime de cette réalité. Par divers mécanismes qu'il serait trop long d'expliquer maintenant, ce champ d'information est accessible à la conscience humaine par le biais de ses sens de perception. Dans les milieux qui recherchent la connexion avec cet espace vibratoire, il y a donc une règle, comme j'en parlais tout à l'heure. Cette règle est de ne jamais boire de l'alcool. Et si une personne faiblit à cette saine règle de préservation de soi pour X raisons, il lui est recommandé de respecter une abstinence d'au moins 6 mois avant de tenter une nouvelle connexion à cet espace informationnel qui est nommé archive akashique dans certaines traditions. Ils expliquent également qu'un clairvoyant, c'est-à-dire une personne qui a développé ses sens au-delà de ses paramètres par défaut, doit renoncer à l'alcool à tout jamais, sous toutes ses formes, sous peine d'être sérieusement limité dans ses facultés, sous peine de ne pas percevoir bien des choses, sous peine de ne pas percevoir avec clarté ce que son niveau d'évolution lui permettra de percevoir, sous peine de freiner son développement de conscience, et sous peine d'être connecté à des espaces vibratoires dans lesquels la perfection et la vertu ne règnent pas en maître, donc sous peine d'être potentiellement influencé, égaré et induit en erreur par divers éléments perturbateurs. Donc, même dans certains milieux de développement de soi, l'alcool est reconnu comme étant une substance toxique qu'il convient d'éviter. J'espère que les informations que je vous ai transmises sur l'acétaldéhyde et sur l'alcool vous aideront à conscientiser que toute prise d'alcool est véritablement incompatible avec la santé. Il existe une différence entre comprendre, conscientiser, intégrer et adopter. Je le répète parce que c'est important. Il existe une différence entre comprendre, conscientiser, intégrer et adopter. Il existe vraiment une différence entre ces 4 notions. Et pour votre propre bien, je vous souhaite de les franchir toutes si ce n'est pas déjà fait. Au pire, l'alcool peut être utilisé pour désinfecter une plaie ou un ustensile, mais seulement quand vraiment on n'a rien d'autre et qu'on est dans une situation d'urgence, mais uniquement dans ce cas-là. Et même dans ce cas-là, ce n'est vraiment pas l'idéal. Dans l'idéal, il est préférable d'utiliser d'autres substances désinfectantes telles que l'argent colloïdal pour désinfecter une plaie, par exemple. J'espère que les informations que je vous ai transmises vous aideront à ne pas être faible et à adopter la mesure adéquate, à savoir celle de cesser définitivement la prise d'alcool exogène dans votre vie, et ce dans tous les contextes.
Il en va de votre santé et de votre évolution, mais cette décision est la vôtre, c'est à vous de décider. Et voilà pour cette vidéo. Ah, elle était longue celle-ci, hein. Mais elle était pleine d'informations importantes, donc j'ai pris le temps de vous les communiquer. Et bien, donc voilà pour aujourd'hui, et je vous dis maintenant à plus tard dans la prochaine vidéo.